Takes a lot to complete a pass against Wade, and Dotson was up to that moment. He tried to get it to him. One-handed grab, and he walks in. Back-to-back highlight plays from Dotson, and Penn State still showing some fight. Wow. Salut à tous et bienvenue pour ce 149e numéro du Podcast Ball consacré à la nouvelle et dernière preview, on va dire, de la saison de college football avec une légère annotation, un petit astérisque à côté. On va aborder le chapitre de la Sun Belt aujourd'hui. Verra-t-on Coastal Carolina en playoff en 2021? Quelle sera la force émergente de la conférence cette saison? À quel point les frères Spivitol, et non Spiritol comme j'allais le dire, vont-ils nous faire rêver du côté de Texas State? Toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre en compagnie de mon camarade, le fondateur du site de l'Open Up, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tous. On parle là aujourd'hui de The Rise of the Sun Belt. Écoute, je pense qu'on n'aura jamais eu autant de demandes sur une preview durant l'été. On nous a demandé, mais alors Twitter ou message perso, quand est-ce qu'elle sort cette preview de la Sun Belt? C'est aujourd'hui. Bah, j'imagine, franchement, c'est presque une récompense en soi. Alors, j'ai mis une petite parenthèse, bien entendu, sur le fait que c'était une dernière preview. On précise qu'il y aura, en l'occurrence, un dernier podcast de preview qui sera consacré notamment à nos pronostics globaux, à savoir tout ce qui est dernier carré, Bowl majeur. Bowl majeur, bien sûr, Bowl majeur. Et Span Trophy, et une émission dans laquelle on englobera également, où on fera un point sur les quelques indépendants, notamment les incontournables Notre-Dame et BYU. Il y aura peut-être aussi quelques petites choses à dire sur Liberty et Army, mais en termes de conférence en tant que telle, qu'il s'agisse du Power 5 ou du Group of 5, on aura fait le tour à l'issue de cette émission, donc consacrée à la Sun Belt. Tu le disais Morgan, en tout cas une Sun Belt qui, dans cette année 2020 pour le moins tumultueuse, aura été la très belle surprise. Alors ça fait quelques années maintenant qu'il y a quelques programmes qui tirent leur épingle du jeu. On pense notamment à Appalachian State il y a quelques saisons de ça. L'année dernière, la belle histoire, c'était celle de Coastal Carolina. On va en parler tout de suite des Chanticleers en abordant la division Est. La division S donc pour Coastal Carolina, le programme de Jamey Chadwell d'ores et déjà classé numéro 22 du classement top 25. Je refais un petit rappel pour ceux qui découvriraient ce programme. Une fiche de 11-1 la saison dernière, une seule défaite, c'était lors de son bowl, le Camping World, le Cure Bowl disputé au Camping World Stadium d'Orlando contre Liberty, défaite en plus en prolongation. Pour le reste, ça a été un quasi sans faute. Pas de titre de conférence malheureusement à la clé, puisqu'on se rappelle que la rencontre avait été annulée en raison de la crise sanitaire. Morgan, pourtant, il n'y a pas eu énormément de pertes dans ce groupe de Coastal Carolina et on sent que l'ossature est globalement la même pour espérer, pourquoi pas, faire un repeat et cette fois-ci aller chercher ce titre de conférence qui semble à leur portée. Effectivement, une équipe qui a gardé son ossature, son corps, puisque finalement, à part deux leaders qui seront quand même, qui sera quand même important de trouver, pour lesquels il sera important de trouver des remplaçants. Je parle de Taron Jackson, le defensive lineman, et CJ Marable, le running back. Eh bien, cette équipe est de retour au complet. Et c'est une équipe qui vient, tu l'as dit, de sortir d'une saison de rêve en 2020, pour la 4e année donc des Chanticleers au niveau FBS. C'est quand même une ascension ultra rapide pour ce programme qui a réussi le gros coup de l'intersaison, c'est de garder son coach Jamey Chadwell, qui était extrêmement convoité par beaucoup de programmes au niveau FBS suite à cette très belle saison des Chanticleers la saison dernière. Ils ont quand même terminé Écoute, c'est quand même assez incroyable. Au mois de décembre, on se posait la question, est-ce qu'ils sont des candidats pour les playoffs? On en a quand même à un moment donné, on s'est à un moment donné posé cette question. Ils terminent
finalement en dehors du top 10 de la Paypal. Il termine 12e si je me trompe pas, mais c'est vrai que c'est une équipe. On rappelle que vous avez battu BYU, qui avait aussi le vent en poupe l'an dernier. Exact, et dans ce fameux match Mulette contre Mormon qui avait été un des big games de la saison dernière. Et voilà, donc l'ossature reste la même. CJ Marable son départ va peu coûter cher quand même si on aura le retour de Shamari Jones qui avait couru presque pour 400 yards l'an dernier. Mais voilà, celui qui est de retour et qui va nous donner le tempo, qui sera le métronome de cette attaque des Chanticleers en 2021, c'est le sophomore double menace Grayson McCall, qui a été fantastique la saison dernière avec 26 touchdowns contre 3 interceptions seulement. Oui, surtout qu'il récupère 2 cibles préférentielles avec le receveur écarté Javon Ely et le tight end Isaiah Likely. Il y a très peu de pertes également sur la ligne de mémoire. Je crois qu'il y a au moins 4 linemen de retour. Je vais pas dire de bêtises en l'occurrence. Mais ouais, en tout cas, dans les forces établies en attaque, et on sait que ça a été un point intéressant de la part des Chanticleers de la saison dernière, il y a quand même en effet un groupe, notamment dans le domaine aérien, où c'est quasi inchangé, et ça permet notamment au jeu au sol, incarné notamment par Jones et par Reese White également, qu'on avait de temps en temps sur des bonnes séquences, 9 touchdowns à eux deux l'an dernier, d'apporter quand même quelque chose. Je mets pas le fait en effet que McCall est un quarterback double menace, donc peut glaner les first downs s'il y a besoin de le faire. Donc tout ça mis bout à bout, c'est vrai que voilà, en défense, la perte de Taron Jackson n'est pas anodine très clairement, mais c'est vrai qu'il y a d'autres défenseurs qui ont pas mal marqué les esprits. Je pense à CJ Brewer notamment sur l'intérieur de la ligne, à un D. Jordan Strong également un peu plus en retrait sur le poste de cornerback. Il y a quand même, on sent un travail de longue haleine qui a été fait de la part de Jimmy Chadwell, qui a réussi quand même, sans avoir toujours des noms énormes, en tout cas sur chaque poste, à avoir des joueurs en tout cas capables de créer des turnovers ou d'être décisifs sur des jeux importants, et que ce soit en attaque ou en défense, globalement la saison dernière, on a été à peu près sur le même niveau, puisque en l'occurrence Coastal Carolina qui a joué 12 matchs l'an dernier, dont BYU on l'a dit, c'est à peine 20 points par match concédé. Ouais, ça a été très très solide. Alors là, on a parfois parlé pendant ces previews estivales de coachs qui maximisent le talent de leur effectif. Là, je pense qu'il y en a un qui a vraiment maximisé le talent de son effectif. Malgré tout, c'est un effectif composé de joueurs 2 et 3 étoiles. Et la profondeur reste quand même une question importante. L'an dernier, ils ont été quand même relativement bien protégés des blessures. C'est vrai que, et on ne lui souhaite pas, parce que c'est un joueur qu'on veut voir chaque semaine, mais qu'est-ce qui se passerait si Grayson McCall devait être absent quelques matchs ? Il y a moins de certitude pour le poste de backup, notamment au poste de quarterback. Puis si je reprends la défense, comme tu l'indiquais aussi tout à l'heure, alors il y a des leaders, il y a beaucoup de seniors, notamment, t'en as cité quelques-uns. Je rajouterais peut-être Enoch Makonzo, l'excellent linebacker. Là, c'est la même chose. S'il y avait quelques blessures, peut-être que ce programme serait amené à être un peu moins performant. En tout cas, il y aurait une plus grosse pression. Et il y a aussi le fait qu'ils ont joué de l'effet de surprise l'an dernier. Ce ne sera pas le cas cette année. Il y a d'autres programmes comme ça cette année. On pense à Indiana peut-être aussi dans la Big Ten. Coastal Carolina, là, ils vont avoir aussi, je reprends souvent cette expression, mais ils vont avoir une cible sur le dos. Là. Ouais, très clairement, c'est ce que j'allais dire également de mon côté. Surtout qu'il y a cette année un paramètre à ne pas négliger, en tout cas de l'optique à minima d'une finale de conférence. Il y a la confrontation notamment contre Appalachian State. On rappelle qu'ils les avaient battus l'an dernier. C'est un peu ce qu'avait lancé en l'occurrence la saison des Chanticleers. Là, c'est un déplacement du côté de Boone qui les attend, face à une équipe extrêmement revancharde, en l'occurrence, qui certes, on va en parler dans quelques secondes, a perdu quelques éléments, mais qui reste quand même en termes de stars un peu plus glamour, un programme extrêmement établi. Il y a un déplacement à Appalachian State, il y a un déplacement également assez piégeux à Arkansas State malgré tout, une équipe là encore en termes de côté revanchard, je pense que les Red Wolves se situent là avec leur nouveau coaching staff. La semaine précédente en plus. Et Voilà, la semaine précédente, donc c'est vrai que le reste du calendrier me paraît pas monstrueux en soi.
Mais c'est quand même forcément 2 déplacements à prendre en compte. D'une part, quand tu aspires à retourner en finale de conférence et du coup à espérer la gagner, ou en tout cas au moins la disputer. Et puis en plus, quand tu as l'ambition, j'imagine, là aussi, d'être peut-être le représentant du groupe of 5 lors de la bowl du Nouvel An. Effectivement, et il y aura aussi ce match face à Kansas en deuxième semaine qui va donner peut-être un peu qui sera un bon étalon de ce que vaut cette saison Coastal Carolina, une équipe de Kansas qui sera probablement revancharde parce qu'on s'en souvient, ils avaient été battus à domicile la saison dernière par Coastal Carolina. Du coup, on va peut-être enchaîner, si tu le veux bien, sur Appalachian State. En tout cas, sur les 2 principaux poursuivants de Coastal Carolina l'an dernier. Alors, je serais curieux d'avoir ton avis tout à l'heure sur l'autre programme. Appalachian State, j'en parlais un petit peu. Valeur sûre ces dernières années, qui a déjà été champion de la Sun Belt. Petite mise en retrait au profit des Chanticleers. Faut rappeler aussi que du côté de Boone, on a quand même beaucoup changé de coaching staff ces dernières saisons. Est-ce que pour cette deuxième campagne de Sean Clark, tu penses que les Mountaineers peuvent rebondir? C'est l'objectif, je pense que oui, parce que c'est une équipe qui déborde quand même de joueurs expérimentés. Il y aura notamment un quarterback qui était le backup de Trevor Lawrence à Clemson, qui va être le quarterback cette année Il a fait le tour de la Caroline, lui. Il a fait le tour de la Caroline. Il a fait Clemson, Duke et maintenant Appalachian State. Chase Bryce, tout à fait. On parle de Chase Bryce, donc qui va succéder à Zach Thomas, qui est un emblématique quarterback d'Appalachian State ces 3-4 dernières saisons, qui d'ailleurs quitte le programme avec un super bilan de 32 victoires, 6 défaites. Une équipe qui déborde donc de joueurs expérimentés, notamment au poste de running back, avec un running back qui a déjà réussi une saison à plus de milliards, une escouade de receveurs qui en a vu du pays, beaucoup d'expérience à ce niveau-là, et puis une défense qui était dans le top 20 national en 2020. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont de retour. On sait que c'est une saison particulière avec beaucoup de super seniors qui seront de retour donc à travers le pays. Cette équipe d'Appalachian State, il y a cette petite incertitude au poste de quarterback, mais c'est un quarterback qui a beaucoup d'expérience. S'il réussit sa transition effectivement de Duke vers Appalachian State, c'est une équipe qui va être extrêmement dangereuse pour Coastal Carolina, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'expérience, quoi. Ouais, t'as globalement tout dit. C'est vrai que on s'arrête beaucoup sur les pertes en effet de Zach Thomas au poste de quarterback. Chez Jean-Charles également sur le poste de corner. On rappelle 16 passes défendues l'an dernier. Je crois que c'était un des tout meilleurs. J'ai pas toutes les stats sous les yeux, mais c'était un des tout meilleurs dans ce registre-là en 2020. Après, on voit qu'il y a de la profondeur derrière. Paradoxalement, c'est plus l'attaque qui coinçait l'année dernière que vraiment la défense du côté d'Appalachian State. Et c'est peut-être là également où Sean Clark va démontrer peut-être qu'avec une année d'expérience en plus, surtout qu'on ne le cesse de répéter, même si c'était un coach qui était déjà dans le coaching staff lors du départ de Dylan Rehnquist, la période pandémique, ça n'a pas forcément permis de tout optimiser à ce niveau-là, donc ça peut être quelque chose d'intéressant à surveiller. Chase Bryce, clairement, il apporte une nouvelle dimension à cette attaque. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est vrai qu'il a une meilleure qualité a priori de passe que Zach Thomas. Zach Thomas avait quand même une tendance à dans la lecture du jeu aérien. C'est vrai que quand la première option était bien défendue, il avait quand même tendance à ensuite assez rapidement passer au jeu au sol. Il avait d'ailleurs les aptitudes athlétiques pour le faire. Là, je pense que Chase Bryce va apporter une nouvelle dimension en permettant d'avoir un jeu un peu plus vertical a priori, parce que c'est vrai que l'attaque aérienne, en tout cas, l'année dernière, a été en grande difficulté. Je ne l'ai pas dit, mais ils ont changé de coordinateur aussi. Ils ont changé de coordinateur, absolument, avec l'arrivée de Frank Ponce. Donc. Mais il y a de la qualité autour de Chase Bryce, notamment donc Thomas Sinigan, c'est un joueur qui peut être intéressant. Le retour de Corey Sutton aussi, qui a opt-out l'an dernier. Donc vraiment, si la défense reste aussi rugueuse que celle qu'on avait vue l'année dernière, je pense que c'est une équipe qui va être vraiment un gros candidat pour retourner enfin en finale de conf Sunbelt, parce que avant la saison dernière, ils avaient enchaîné 4 finales consécutives, et là c'est vraiment leur objectif, c'est d'y retourner. Ils auront un calendrier qui, à mon avis, qui peut leur permettre. Qui peut leur permettre, mais voilà, il y aura ce mois d'octobre qui va être vraiment décisif, puisqu'il y a un déplacement à Louisiana, et ensuite
il y a la réception donc de Coastal Carolina dont on parlait tout à l'heure, qui sera donc prévu pour le 20 octobre. C'est ça. Ils ont des matchs un peu piégeux, hein, malgré des déplacements notamment. Alors eux aussi, ils ont Arkansas State à l'extérieur. Encore une fois, je vais pas présenter les Red Wolves comme des monstres, mais attention quand même. Hein, il y a quelques arguments en leur faveur. Et ils ont des déplacements que je trouve un peu piégeux à Georgia State ou à Troy. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais pour moi, je suis moins rassuré par leur calendrier que pour Coastal Carolina, par exemple. Ouais. Mais oui, très clairement, sur un match simple, ça reste largement des matchs à leur portée. Ils ne sont pas protégés en plus pour les matchs hors conférence, puisqu'ils ont un déplacement à Miami et la réception de Marshall, donc dans un match, dans un rivalry game. Tout à fait. Donc du côté d'Appalachian State, en tout cas, on suivra ça de très très près. Je suis extrêmement curieux d'avoir ton avis, Morgan, sur Georgia Southern, qui était classé 3e donc dans la division, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Le programme emmené par Chad Lunsford. On parlait de difficultés offensives du côté d'Appalachian State. On peut difficilement dire le contraire d'une équipe des Eagles qui, on le rappelle, a eu un début de saison un peu compliqué l'an dernier, avec notamment la suspension de leur quarterback Chai Wertz, revenu entre-temps, qui a pu apporter au niveau du jeu au sol, sauf que depuis, il est reparti du côté de Louisville et qu'on voit pas trop de solutions pour le remplacer à l'heure actuelle. Ça va être la grande question. C'est sûr que, il y a eu deux titularisations l'an dernier de Justin Tomlin. A priori, c'est lui qui devrait récupérer le poste de quarterback, mais au sein de cette attaque triple option de Georgia Southern, c'est vrai que le quarterback est important, hein, une bonne lecture du jeu, faire des bons pitchs, notamment donc sur l'exécution des jeux en triple option. Mais par contre, la mauvaise nouvelle pour les défenses de la Sunbelt, c'est que la O-line des Eagles est de retour au complet. Et ça, c'est pour protéger une escouade de running back qui est quand même assez qui a pas mal d'expérience. Ça peut être quand même un gros avantage. On verra notamment Logan Wright qui sera de retour cette saison au poste de running back. Il y a J.D. King également. Écoute, c'est une équipe qui avait été même défensivement, qui avait été quand même plutôt performante l'an dernier. Hein. Je crois que c'était une des meilleures défenses de la Sunbelt l'an passé. Ils ont eu un bilan de 8-5. Ils perdent beaucoup de joueurs quand même. Hein. Ouais, ils perdent pas mal de joueurs, notamment sur le front 7, mais je suis pas si inquiet que ça du départ de Chai Wertz, qui effectivement a été leur joueur majeur, qui d'ailleurs jouera probablement receveur du côté de Louisville et non pas quarterback, mais je suis pas pessimiste pour cette équipe de Georgia Southern. Alors si vous aimez ou si vous voulez découvrir la triple option, c'est une équipe qui est quand même super efficace, quoi. Quelle drôle d'idée, vouloir découvrir la triple option. Mais bon. Moi je suis un vrai défenseur à triple option. C'est un style de jeu qui demande un synchronisme je trouve ça spectaculaire quand même. Leur calendrier est pas simple. Hein. Georgia Southern, je regarde rapidement. Non, ils ont beaucoup de matchs chiants à l'extérieur, absolument. Ouais, et puis même les matchs à domicile, qu'est-ce qu'ils ont à la maison? Ils ont Louisiana, Arkansas State, Georgia State, BYU, BYU. Ils ont Coastal Carolina à la maison aussi. Ça va. Il peut y avoir une mauvaise série un peu embêtante, mais oui, après je suis d'accord avec toi. Concrètement, les ingrédients, il y a de la rigueur, il y a de la discipline dans cette équipe-là. On peut difficilement mettre ça au discrédit de Lunsford, qui me semble d'ailleurs n'a eu que des fiches positives depuis qu'il a repris le programme il y a 2 ou 3 ans de ça. Donc très concrètement, ça reste bien huilé, et résumer ça à la perte du quarterback, ça me paraît un peu limite. Après, c'est vrai que défensivement, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Je crois qu'il y a Kendrick Duncan qui est parti à Louisville, Raymond Johnson également qui est plus là. Il y a quand même, va falloir en défense réussir à trouver je pense qu'en attaque, ils sont capables de garder la carburation de par les arguments que tu évoquais. Je sais pas si défensivement, même si j'aime beaucoup leur cornerback d'Eric Cantin, je sais pas s'ils sont capables de garder le même niveau, la même régularité qu'on a pu voir en 2020. C'est plus ça qui m'inquiète, surtout avec des attaques dans d'autres programmes qui sont susceptibles de step up.
On termine avec les deux derniers dans la division Est et on va commencer justement par le voisin Georgia State, le voisin d'Atlanta. Alors je t'avoue que autant du côté de Georgia Southern, je crains un peu la régression. Georgia State l'an dernier c'est un bilan de 6-4, mais on se dit qu'on peut nourrir des regrets parce que là c'est plus la défense en l'occurrence qui a un peu laissé tomber l'attaque. Écoute, je suis pas loin d'être d'accord avec toi parce que je trouve que c'est une équipe qui a un vrai potentiel. De faire des dégâts cette année dans la division Est. Écoute, l'année dernière, ils ont eu une défaite très courte en overtime contre Louisiana, une courte défaite aussi contre Appalachian State, 17-13 de mémoire, et je serais pas loin d'en faire un prétendant dans la division Est parce que Cornelius Brown, le quarterback, à mon avis, sera plus à l'aise pour sa deuxième saison dans le système du coordinateur offensif Brad Glenn. Puis c'est une équipe qui vient de réussir 2 saisons consécutives avec des bilans positifs. Première fois de l'histoire du programme. 21 titulaires de retour. Et un peu comme le voisin Georgia Southern, c'est beaucoup d'expérience de retour sur la ligne offensive. Presque 140 titularisations au total, si j'ai bien compté. Notamment avec le joueur qui a été sélectionné dans la First Team All Sun Belt l'an dernier et d'ailleurs en 2019 également, Shamarius Gilmore. Donc avec un Quad Brown donc au poste de quarterback qui était sorti vainqueur d'ailleurs d'une bataille à 4 quarterbacks l'an dernier, un joueur qui sera probablement plus à l'aise dans son rôle, avec un tandem de receveurs plutôt intéressant, Cornelius McCoy et Sam Pinckney. Un running back, Destin Coates, qui était 3e meilleur coureur de la Sun Belt l'an dernier. Voilà, il y a de sérieux arguments, mais tu as raison, il faudra être bien meilleur en défense. Notamment le backfield. Surtout qu'ils perdent un meilleur sacker. Ouais, ils perdent leur meilleur sacker qui normalement devrait libérer un peu de pression sur le backfield défensif. Un backfield défensif qui a été martyrisé l'an dernier, c'est rien de le dire puisqu'ils ont frôlé les 275 yards accordés en moyenne à la passe par match. Donc voilà, c'est sûr que le départ de Jordan Strachan, donc le defensive end qui avait réussi plus de 10 sacs l'an dernier, ça peut faire mal. Et c'est peut-être la petite inquiétude du côté de Georgia State parce que vraiment offensivement, c'est une équipe qui peut faire quelques dégâts. Si on s'intéresse au calendrier, je vais pas rebondir globalement sur ce que tu as dit, hein. J'étais assez d'accord. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le style d'un Cornelius Brown. Ça change déjà de la triple option, mais voilà. Après, c'est plus en termes de déchets. C'est vrai il a peut-être un petit peu cette tendance à en faire un petit peu trop par moment. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il va pas être dans les mêmes conditions que l'an dernier. Et voilà, peut-être avec un peu moins de pression sur les épaules, voilà, ça va peut-être rouler tout seul. Surtout que voilà, le duo de receveurs, notamment son entente avec Pinckney, voilà, on sent qu'il y a quand même des automatismes assez naturels. Donc voilà, je serais surpris en effet que l'attaque carbure pas de la même manière. Sauf blessure bien entendu, ce qu'on souhaite pas aux Panthers. Voilà. Après pour le reste, je vais pas répéter ce que tu as déjà dit. Niveau calendrier, plus dur. Notamment le mois de septembre avec 2 déplacements, ça peut faire de la casse. Niveau national, déjà si on les envisage comme possible candidats du groupe of 5 au playoff, ou en tout cas au bowl du Nouvel An, North Carolina et Auburn d'entrée à l'extérieur, ça va les calmer tout de suite, je pense. Ouais. Et même niveau calendrier, même Army en match d'ouverture, là défensivement, ouais, ils vont être testés. Hein. Là, il peut y avoir du monde à l'infirmerie dès le 4 septembre, on va dire. Donc... et si tu regardes le calendrier intra-Sun Belt, toi, tu commences avec Appalachian State à la maison. T'as un enchaînement de 3 matchs avec Georgia Southern à l'extérieur dans le derby local, un déplacement à Louisiana et un déplacement à Coastal Carolina. Il va falloir être costaud. Il va vraiment falloir être costaud, quoi. Donc voilà, c'est pour ça, très franchement, tu l'as dit tout à l'heure, à part le match à Coastal Carolina où ils ont pris le bouillon, je crois que c'est ce fameux match qui perd 52-0 ou quelque chose dans le genre. Ouais, 51-0, ouais. 51-0, il n'y a qu'un seul match vraiment dans lequel ils ont perdu pied la saison dernière. Donc ça peut être des matchs accrochés, mais ouais, pareil par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Avec Appalachian State, je crois, s'il y a un mauvais enchaînement, ouais, ça peut te tuer la saison, derrière. Donc c'est un peu, falloir voir si justement la discipline qu'il y a du côté de Georgia Southern, on arrive à l'avoir du côté d'Atlanta en l'occurrence.
On termine avec Troy, dans une division qui est globalement assez serrée et homogène malgré tout, parce que... Et meilleur que la division Ouest, a priori. Hein. Nettement meilleur que la division Ouest, d'ailleurs, même. Sans trop s'avancer, je pense qu'on peut le dire. Après, du côté de Troy, on attend toujours la fiche positive de Chip Lindsey, donc qui est là pour sa 3e année, hein, lui qui avait remplacé Neil Brown à l'époque, qui était parti donc du côté de West Virginia. On a toujours quelques petits problèmes en attaque. La question, est-ce que c'est pas déjà de savoir qui sera le quarterback? On a vu des bonnes choses de Gunnar Watson, mais on a aussi vu l'arrivée de Taylor Powell en provenance de Missouri pendant l'intersaison. Ce que j'ai lu les dernières infos, c'est que Gunnar Watson serait le favori quand même. Il n'y a pas eu d'annonce officielle de Chip Lindsey, le head coach. Gunnar Watson, qui l'an dernier avait notamment un excellent pourcentage de réussite à la passe, hein, plus de 70% de taux d'efficacité, c'est quand même assez remarquable. Mais voilà, c'est une équipe qui arrive dans la saison 2021 avec écoute, 4 défaites lors de leurs 5 derniers matchs, et ça c'est pas bon, il n'y a pas de momentum. Chip Lindsey n'a pas donné le dynamisme qu'on s'attendait à un programme qu'on avait quand même régulièrement vu jouer les premiers rôles dans la Sun Belt. 31 victoires, voilà, je l'avais noté, 31 victoires entre 2016 et 2018, hein, donc il tournait régulièrement à plus de 10 victoires par année. L'an dernier, c'est 5-6. Alors, c'est sûr que 5-6, mais il y a 4 défaites avec un écart combiné de 16 points. Alors, c'est une équipe qui va falloir, qui doit apprendre à gagner des matchs serrés. Ça va être un des éléments importants pour cette saison, parce que effectivement, c'est solide quand même au poste de receveur. On a régulièrement vu des receveurs qui sont assez efficaces, hein, du côté de Troy. Il y aura Reggie Todd cette année, une offensive line où il y a encore beaucoup de joueurs de retour, avec notamment Austin Stidham au poste de left tackle. Donc voilà, il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, petite incertitude parce qu'il n'y a pas forcément de quarterback complètement incontestable. Mais il y a de l'expérience. Donc, peut-être que Taylor Powell donc l'ancien de Missouri, si ça se passait pas bien pour Gunnar Watson, pourrait être la solution. Mais il faudra continuer cette progression en défense, hein, suite à l'arrivée donc du coordinateur défensif Brandon Hall. Voilà, on a vu une progression par rapport à l'année 2019 au chapitre donc du secteur défensif, mais voilà, autour de Carlton Martial, le linebacker charismatique, il va falloir que ça step up pas mal aussi, et ce sera un des gros enjeux de cette saison de Troy, quoi. Ouais, très clairement. Niveau calendrier, je regardais un petit peu ce que ça donne. Alors, si on s'arrête uniquement sur le calendrier intra-conférence, alors ils auront quand même la réception de Liberty en 2e semaine, qui pourrait nous permettre d'avoir un petit aperçu, on va dire, sur 2 équipes. Bon, on va pas survendre Liberty, hein, on va en parler à l'occasion du prochain podcast, mais en tout cas 2 équipes du milieu du panier qu'on peut quand même suivre de près. Ils ont Georgia Southern à la maison pour commencer, le déplacement à Texas State. Après, ça fait Coastal Carolina à l'extérieur, et ils ont quand même l'inconvénient de recevoir et Louisiana et Appalachian State. C'est pas idéal. On en parlera peut-être tout à l'heure de Chip Lindsey. Ça va pas faire trop long, on va sûrement en parler tout à l'heure. On passe à présent à la division Ouest avec le vainqueur de la saison dernière, Louisiana, qui s'installe vraiment comme une force dominante dans cette division. Un programme emmené par Billy Napier, je crois. Alors c'est sa 3e saison du côté de Lafayette, je vais pas dire de bêtises. Il commence pas sa 4e, il me semble. Oui, il commence sa 4e. Oui, pardon. Voilà, il a fini sa 3e et il commence la 4e, en tout cas du côté de Lafayette. Programme assez établi, notamment offensivement, hein. On sait que c'est un programme qui pose beaucoup de problèmes, qui a notamment créé l'upset l'an dernier du côté d'Iowa State en ouverture de la saison. C'est pas rien quand même, hein. Voilà. La principale problématique, c'est qu'ils perdent leurs 2 principaux running backs. Après, pour le reste, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'inquiètent majoritairement chez les Raging Cajuns? Bon, c'est sûr que le départ d'Elijah Mitchell et Trey Ragas donc au poste de running back, ça pourrait inquiéter, mais on a quand même vu un Chris Smith l'année dernière aussi qui avait été intégré dans la rotation, qui avait été plutôt bon, plus de 680 yards au sol dans un rôle donc de 3e running back, c'est quand même pas si mal.
voilà, il va devoir prendre ses responsabilités comme solution première au poste de running back, mais pour le reste, écoute, ça change pas. Il n'y a pas beaucoup de changements là non plus pour une équipe qui était en top 30 national au nombre de points par match, avec plus de 33 points par match l'an dernier. Une équipe qui tournait très bien au sol, essentiellement parce qu'ils avaient quand même un duo assez extraordinaire avec Mitchell Argas. Mais écoute, on a Levi Lewis qui est de retour, hein, he's back, et c'est pas vraiment un quarterback double menace, mais il est capable de gagner des yards au sol pour garder notamment les défenses adverses assez vigilantes. Mais il fait 19 touchdowns, 7 interceptions l'an dernier. Si je me trompe pas, il y a Lance Legendre qui est arrivé. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Donc qui est de retour dans sa Louisiane natale, lui qui avait été une des grosses recrues de Maryland, 4 étoiles si je me rappelle bien, puis qui s'est jamais imposé du côté donc de Maryland. Est-ce qu'il pourrait venir mettre un peu de pression ? Je pense que Levi Lewis va être quand même le titulaire a priori indiscutable pour sa dernière saison au niveau NCAA. Le groupe de receveurs, écoute, il est homogène, il n'y a pas de star, mais il n'y a pas non plus, ça n'a jamais été un secteur qui a été déficient, même si on peut faire mieux, mais c'est une équipe qui est d'abord orientée vers le sol, et puis la O-line, elle est blindée, quoi. C'est peut-être la plus complète de la Sun Belt, des joueurs comme Max Mitchell au poste de left tackle, Osiris Torrance au poste de garde. Écoute, c'est costaud Louisiana. Louisiana, là, offensivement, c'est vraiment, vraiment costaud. Il l'avait démontré à Iowa State, tu l'as dit tout à l'heure, avec une belle victoire face à une équipe d'Iowa State qui avait été quand même en finale de conférence Big 12 quelques mois plus tard. Et puis la défense, elle est dominante. Il y a vraiment, voilà, c'est une équipe ultra complète qui, à mon avis, est largement favori dans la division Ouest et qui sera amenée à être le concurrent du champion de l'Est, évidemment, et c'est une équipe qui peut prétendre à une place en top 25 assurément, et même donc du coup de représenter peut-être le Group of Five dans un bowl du Nouvel An, absolument. Alors, dans cette optique-là, le déplacement à Texas pour commencer, c'est pas top. Mais on a vu qu'ils étaient capables de gagner chez des gros programmes de la Big 12. Ça a le côté, ils se mettent, ils cachent pas leurs ambitions. C'est-à-dire que là, ils vont jouer à Texas. S'ils créent la surprise, tout de suite, là, ils rentrent dans le top 25, puis ils vont y rester un bon bout de temps, à mon avis. C'est sûr. Donc, après, intra-conférence, leur calendrier est pas dingue. Hein. Franchement, déplacement, Georgia Southern, South Alabama, Arkansas State, dans une moindre mesure, Troy. Il y a le déplacement à Liberty qui, moi, me chafouine un peu. Alors là, en l'occurrence, c'est pas de l'intra-conférence. Hormis Texas et Liberty, bon, ils ont Appalachian State à la maison pour la précision. Donc en crossover, ouais, tout à fait. Ouais, mais leur calendrier est pas non plus fou, hein, vu le potentiel de l'équipe. C'est moins fort l'Est, hein. L'Ouest, la division Ouest étant moins forte, effectivement, c'est moins fou. Et puis voilà, je répète pas ce que tu as dit, Texas et Liberty, effectivement, ça va être important. Je serais pas surpris de les voir encore avec 10 victoires cette année. Je pense également. On passe aux deux principaux outsiders, hein, si on peut les appeler comme ça dans cette division, parce que autant à l'Est, ça paraît disputé, autant à l'Ouest, derrière Louisiana, on a un petit peu de mal à voir ce que ça pourrait donner. On va quand même parler d'Arkansas State avec ton grand copain, donc Buzz Jones, qui a repris les rênes de l'équipe. Retour donc aux commandes des Red Wolves après son échec du côté de Tennessee pour prendre la suite de Blake Anderson. Il y a quand même du pain sur la planche parce que sur le papier il y a une belle attaque, mais au secours la défense. Ouais, au secours la défense. C'est sûr que l'an dernier la défense contre le sol était pas mal, mais ils étaient tellement mauvais contre la passe que les adversaires couraient même plus. Donc là c'est sûr que ouais, au secours quoi. Au secours. Pourtant, il y a quelques pass rushers qui pourraient être intéressants, mais il y a quelques arrivées aussi. C'est sûr qu'il y a Terry Ozubu, donc qui arrive de North Texas au poste de pass rusher. À l'intérieur de la ligne, on aura John Mincy, qui est un ancien joueur de Tennessee qui s'est jamais imposé, même s'il a été utilisé à 24 reprises. Mais Kevin Bennett aussi, hein, je crois. Il y a beaucoup d'anciens vols, ça, apparemment, qu'on rejoint Bud Jones. Voilà. C'est sûr que le passage de Bud Jones du côté de Knoxville fait que, voilà, il y a quelques joueurs qui lui font confiance et qui vont donc se retrouver du côté d'Arkansas State, mais il y aura une belle bataille dans la QB room quand même, a priori.
entre. Ouais, bah, on connaît le vainqueur, c'est sûr. A priori, bon, mais écoute, c'est deux gros noms qui sont passés par des programmes prestigieux quand même. Parce qu'on a Len Hatcher, qui est une ancienne recrue d'Alabama, si je me trompe pas, hein, qui était le Sun Belt Freshman of the Year en 2019. Et puis on a James Blackman, qui arrive cette année, l'ancien quarterback titulaire de Florida State, qui avait eu quand même une saison plutôt potable en 2017 en tant que freshman du côté des Seminoles, mais qui a été incapable ensuite d'assurer sa place de quarterback numéro 1. C'est quand même... Il jouera les short yardage à la course, ça sera très bien. Bah écoute, peut-être, mais Len Hatcher il a du mal à finir les saisons lui aussi, hein. Oui. C'est vrai qu'il a été souvent à l'infirmerie. Peut-être que James Blackman joue sur cet aspect-là. Mais comme d'habitude, Arkansas State, on a des bons receveurs. Hein. Dernièrement, on a Jonathan Adams qui avait été extraordinaire. Donc là, on aura Dayu Green, on aura Corey Rocker. Peut-être ce sont des joueurs qui vont se révéler aussi cette année. Tout à fait, pas grand-chose à rajouter. Mais du côté Arkansas State, je pense que ça va être une équipe sympa à avoir joué. Ça peut être des matchs encore à points, hein. Vu que désormais ce sont des winners of life, mais attention quand même, je crois à pas être trop généreux défensivement. Ouais. Je crois que c'était Champions of Life pour être. Pardon. Pour être très exact. Pour la misquote. En tout cas, calendrier pour commencer, ça va être sympa. Réception de Memphis, déplacement à Washington, déplacement à Tulsa. Ah bah eux, c'est sûr que... Bienvenue, Butch. Ouais. C'est sûr qu'eux, ils peuvent arriver en... Je te dis, Len Hatcher, il finit pas le mois de septembre, peut-être. Hein, donc... ça suffit, monsieur Lagré. Hein. Ça suffit, monsieur Lagré. Programme intra-conférence, c'est pareil. Déplacement à Georgia Southern pour commencer. Réception de Coastal Carolina. Puis réception de Louisiana. Sachant qu'ils reçoivent Appalachian State peu de temps après. Mais... ouais. Ils s'en foutent, ils vont être champions de la vie, puis voilà. C'est ça. Donc, non, ça va encore, je répète. Je pense que c'est plus en termes de contenu qu'il va falloir se hyper sur Arkansas State. En termes de fiches, dans un premier temps, à mon avis, ça va être un peu délicat. Ouais. Si vous aimez le jeu aérien, c'est quand même une équipe qui est sympa à voir. Hein, on va quand même être super. Ils ont le meilleur quarterback de la conf, je pense. Les yeux fermés. Comment ça, Grayson McCall? Alors, je t'avoue, je me suis un peu gratté la tête pour trouver le deuxième outsider. Il y avait une belle passe d'armes, mais je pense qu'il faut garder un petit peu le meilleur pour la fin. On va parler de South Alabama. C'est très particulier. On rappelle que South Alabama donc, a changé de coach pendant l'intersaison. C'était Steve Campbell, c'est ça l'an dernier? Ouais, remplacé. Ouais, tout à fait. Remplacé, effectivement. Ouais. Donc par Ken Womack, coordinateur défensif d'Indiana la saison dernière. Finaliste du Broyles Award quand même, hein, qui récompense le meilleur coach assistant du pays, donc c'est quand même pas mal. Tout à fait. Alors défensivement, sauf Alabama, en 2020, c'était pas horrible. C'est plus en attaque qu'il y a du boulot, en tout cas de ce qu'on en a vu l'an passé. Est-ce que pour toi, l'arrivée de Jake Bentley, ancien quarterback de mémoire de South Carolina et d'Utah, ça peut suffire à redresser la barre chez les Jaguars? C'est quand même intéressant, je trouve. Je suis intéressé de voir comment ça va fonctionner. Jake Bentley, donc tu l'as bien dit, ancien quarterback de South Carolina et d'Utah, mais sa connexion avec Major Applewhite, quand même, le coordinateur offensif donc de South Alabama, qui est l'ancien coordinateur offensif de Texas Houston, qui était même assistant de Nick Saban en 2020. Donc, écoute, je suis intéressé de voir comment ça va prendre ce duo, parce il a des cibles sympas en plus. Il a des cibles sympas, mais Jake Bentley, c'est plus de 8 milliards, c'est près de 8 milliards à la passe, et sa connexion avec Jalen Tolbert, qui avait été une des sensations l'année dernière, très tôt dans la saison, et qui avait confirmé tout au long de l'année, ça peut faire mal. Écoute, il peut y avoir un duo qui va aider cette équipe, qui avait bien commencé l'an dernier avec donc une victoire face à Southern Miss, mais qui avait mal terminé avec un bilan de 1-5. Ils ont terminé finalement 4-7. L'objectif, c'est de finir avec un bilan positif et un bowl. Là, je pense qu'avec ce trio Applewhite, Bentley, Tolbert, il y a quand même du matériel, comme on dit. Oui, c'est sûr. Je regarde le calendrier. Alors, il commence avec Southern Miss à domicile, Bowling Green à l'extérieur, Alcorn State à domicile. Ça peut faire 3-0, hein.
Ah, par contre, la fin de calendrier, regarde. Oui, la fin de calendrier, ça pique un peu, ouais, ça c'est sûr. Alors, attends, je regarde. Allez, je vais pas donner tout le calendrier, mais Mois de novembre, les 5 dernières semaines, t'as réception d'Arkansas State, déplacement à Troy, à Appalachian State et à Tennessee, et réception de Coastal Carolina. Voilà. Oui, ça va se gâter un petit peu. Bon, ils ont l'inconvénient aussi de jouer Texas State et Louisiana Monroe à l'extérieur. Ouais, en termes d'équipe de deuxième partie de tableau dans la division. Mais ouais, c'est... Pour faire un bowl, il faut quasiment gagner 6 de leurs 7 premiers matchs. Hein. Ouais, bah, sachant qu'ils ont... Oui. Ouais, c'est pas évident, quoi. Faudra voir comment ils gèrent Georgia Southern à l'extérieur, par exemple. Faudra voir éventuellement comment ça se passe. Moi, je t'avoue, je les vois plus aux alentours des 4-5 victoires dans un premier temps. À peu près leur bilan de l'an dernier, hein. Ils étaient à quoi, 4-7 ? C'était à 4-7, ouais. Ouais, 4-8, 5-7, c'est bien déjà cette saison. Hein. Pour une première année de Ken Womack, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je crois qu'ils l'ont engagé pour faire un bowl l'année prochaine, par contre. mais oui. Ah bah, il y a la réalité qui vient de frapper, c'est sûr. On termine avec les deux derniers dans cette division et on va parler enfin de Texas State, les Bobcats qui nous avaient vendu du rêve en début de saison dernière, on le rappelle. Hein, là, on parlait de spectacle tout à l'heure avec notamment Arkansas State. À Jake Spevitol, quand il veut faire feu de tout bois, il se fait plaisir. Offensivement, on avait quand même été assez intrigué par cette équipe et par Brady McBride. Après, la saison en elle-même a pas été dingue, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Un bilan de 2-10, beaucoup de défaites d'une courte tête, mais il faut améliorer cette défense quand même. Tous les Spevitol ne sont pas au même niveau. Non, faut améliorer cette défense. C'est une équipe qui était quand même assez excitante, notamment qui jouait des matchs qui se terminaient généralement sur le dernier drive. Pas de chance pour eux, ça tournait jamais dans le bon sens, on va dire. 4 défaites par un écart d'un touchdown ou moins l'an dernier. Ils avaient bien résisté face à UTSA, SMU, Boston College, tu t'en souviens. Et je trouve que 2-10, ça représente pas vraiment la valeur réelle de cette équipe-là. Enfin bon, c'est sûr que ça se joue sur le terrain, puis et ça se joue sur 60 minutes et pas 58. Mais voilà, il y a quand même quelques arguments. Brady McBride est de retour, le quarterback titulaire, qui avait pas été si mauvais que ça l'an dernier. Il y aura aussi les 3 meilleurs running backs de l'équipe qui sont de retour. On a aussi le meilleur receveur de 2020 qui est de retour. C'est une équipe qui, offensivement, ça tourne. Mais voilà, c'est sûr que défensivement, c'était épouvantable, hein, on va le dire. C'était, je crois, la pire défense du pays en termes de yards accordés, 495. Et une défense contre la course qui était quand même assez terrible, quoi. C'est sûr que quand t'as pas de pass rush en plus, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, quoi. C'est un peu ça, ouais. Donc bon, on va absolument donner du spectacle coûte que coûte, mais bon, à la longue, ça va finir par faire un petit peu cher, parce qu'on rappelle que c'est sa 3e saison, et il rentre dans sa 3e saison, Jake Spevitol, des bilans de 3-9 et 2-10. Et depuis 2014, il n'y a pas un seul bilan positif pour les Bobcats. Hein. Donc, la montée en FBS a été bien sentie, oui, c'est sûr. Ouais. Ils ont fait 7-5 la première année, puis derrière, plus rien, quoi. Donc oui, il va peut-être pas... À mon avis, sa chaise commence à tiédir. Donc va peut-être falloir essayer de faire attention, et au-delà du contenu qui peut être sympa pour un spectateur neutre, peut-être emmagasiner de l'expérience et des résultats. Le calendrier est pas si simple que ça. Il commence avec la réception de Baylor et un déplacement à Florida International. Donc, sait-on jamais, hein. On a cité les équipes qu'ils ont accrochées. Si c'est des scénarios à peu près similaires, taper Baylor à la maison et Florida International à l'extérieur, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dingue, même si ils sont clairement pas favoris pour moi sur ces deux matchs. Ils ont Eastern Michigan à l'extérieur aussi. Après, je regarde intra-conférence, il y a peut-être un peu peut-être des trucs à se mettre sous la dent. Ils ont l'avantage de recevoir sauf Alabama, Louisiana Monroe, Troy. Mais après, ouais, en fait, l'avantage c'est qu'ils se déplacent plus ou moins chez les plus gros et qu'ils reçoivent des équipes qui paraissent à leur portée. On pourrait avoir un bilan à l'équilibre en allant gratter comme ça une ou deux victoires en fin de match, enfin gagner des matchs dans les dernières minutes, quoi.
Mais je t'avoue, j'ai du mal à les projeter à plus de 5 victoires. Ça va être compliqué. On termine avec Louisiana Monroe, qui a décidé de faire du neuf avec du vieux. Je pense qu'on peut le dire, du côté de... Les papis font de la résistance. Exactement. Exit Matt Viator, du côté du programme des Warhawks. C'est désormais Tory Bowden qui reprend du service. Terry Bowden, donc je vais pas dire de bêtises, ancien head coach d'Auburn, notamment, qui a traîné autour de Clemson ces dernières années. Exact. Qui était même inscrit dans un cursus universitaire du côté de Clemson. Il repassait des diplômes. C'était quand même à noter. Eh oui, tout à fait. Et en l'occurrence, Terry Bowden qui nous a gratifié peut-être de l'embauche la plus sexy de l'intersaison. Ah ouais, mais attends, mais c'est complètement scénarisé cette affaire. Attends. Rich Rodriguez arrive, donc le coordinateur offensif. Bon, ses dernières expériences n'ont pas été extraordinaires. Oui. Du côté d'Ole Miss, on se rappelle, Matt Corral, avec Matt Corral était pas ouf. Matt Corral, il était pas trop content, mais écoute, c'est complètement scénarisé. Tout ça, c'est pour faire venir le fiston, Red Rodriguez, qui débarque d'Arizona lui aussi pour jouer pour son père. C'était à peu près, à mon avis, la condition sine qua non. Pour avoir l'un, fallait avoir l'autre, et inversement, à mon avis. Donc, écoute, Red Rodriguez... Après, si un coordinateur de la trempe de Rich Rodriguez n'arrive pas à développer son fils, je sais plus quoi faire. On dit pas qu'on parle d'un énorme talent générationnel, il n'était pas titulaire à Arizona, mais bon... voilà. Talent générationnel, on va se calmer. On va se calmer un peu, mais écoute... Regardons ça de manière positive. Peut-être que ça va être la rédemption pour Rich Rodriguez. S'il n'y arrive pas avec son fils, il n'y arrivera jamais, comme tu l'as dit. Je pense qu'à un moment donné, voilà. Il a eu des bonnes périodes quand même, Rich Rodriguez. Il n'a pas tout perdu. Tout n'est pas parti. C'est pas possible. Ce qu'il a perdu, en tout cas, c'est un tight end titulaire, parce qu'on rappelle que dans les peu de cibles qu'ils avaient l'an dernier, Josh Peterson est parti. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est sûr. Leur jeu au sol était pas foufou et très clairement ça manque de joueurs d'impact dans cette équipe. En tout cas, après c'est pas étonnant ce que je dis, c'est une équipe qui a fait 10 défaites en 10 matchs l'an dernier, donc forcément je vais pas être très très imaginatif pour exposer les problèmes dans ce programme-là, que ce soit en attaque ou en défense. Il y a peu de choses qui ont fonctionné. 125e défense en termes de points encaissés la saison dernière. Ouais, donc ça place un petit peu le contexte. Je pense qu'il n'y aura pas besoin que de Rich Rodriguez pour éventuellement relever la barre du côté de Monroe. Ouais, c'est ça que je regardais, leur calendrier, ça va être chaud. Ils auront ce match d'ailleurs contre Jackson State, qui est coaché, vous vous rappelez, par Deion Sanders maintenant. Match à domicile. Oui, je t'avoue que sur la confrontation directe, je donnais pas forcément la victoire à Louisiana Monroe. Écoute, Jackson State, c'est une équipe qui a pas mal progressé. Là, il pourrait y avoir du spectacle, parce que ça joue très offensif avec Deion Sanders. Donc, écoute, c'est un match qu'on n'aurait pas forcément regardé, mais là, écoute, on sait jamais. Ouais, en effet. Bon, je t'avoue, si déjà il y a une ou deux victoires cette saison, ce sera pas mal. Très franchement, vu le chantier, faudra vraiment qu'il y ait une victoire déclic assez rapidement dans la saison. On parlait de Jackson State, mais peut-être contre Troy éventuellement, s'ils arrivent à surprendre les Trojans à la maison, ça peut peut-être éventuellement derrière insuffler quelque chose, mais ouais, ils partent de très loin. Est-ce que Terry Bowden aura le même effet que Mack Brown du côté de North Carolina? C'était un peu le même type de parcours avec une pause pendant presque une dizaine d'années. Écoute, Mack Brown, on était sceptiques, on voit les résultats, donc donnons une chance quand même à Terry Bowden de relever la tête de ce programme. Alors après, il y a un programme du Power 5 d'un côté, il y a un programme désormais obscur du Group of 5 de l'autre. T'as vu ma façon cachée de comparer Louisiana Monroe et North Carolina, c'est quand même... J'ai vu. Je pense que les nombreux fans des Tar Heels qui nous écoutent auront apprécié cette comparaison ô combien flatteuse. On passe aux chaises chaudes du coup. Alors est-ce qu'on reparle de Chip Lindsey du coup? Est-ce que tu veux plutôt parler de Jake Spavital? Quelle est ta direction? Je vais te laisser Chip Lindsey. Moi je vais avec Jake Spavital parce que 5-19 son bilan à Texas State.
Bon, voilà, on avait beaucoup compté sur lui, on l'a dit tout à l'heure, c'est un programme qui est monté de FCS au milieu des années 2010. On voulait en faire une place forte, très clairement, hein, ça avait été annoncé, ils ont un beau petit stade d'ailleurs du côté de Texas Tech, on voulait en faire une place forte au niveau texan. Ça s'est pas très bien passé, hein, 5-19, et on attend vraiment beaucoup de celui qui avait quand même contribué à l'éclosion de Johnny Manziel du côté de Texas A&M, faut quand même le rappeler. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il coûte très cher, hein. Il est dans le top 4 des coachs les mieux payés de la Sun Belt. Et les résultats se font attendre. Je suis pas sûr que du côté de Texas Tech, on ait la patience de le garder encore, de le garder encore très longtemps. S'il n'y a pas une nette amélioration cette année, je suis pas sûr qu'il passe le cut. Oui, bon après je serais pas totalement étonné. Moi je t'avoue, pour le coup, ouais, Chip Lindsey, ça me paraît assez inévitable, surtout que très franchement, Neil Brown, il a quand même transformé le programme de Troy dès son arrivée. Je veux dire, en 4 ans, il les a quand même, voilà, il a quand même ramené pas mal de recrues extrêmement intéressantes. Ça a été une équipe qui a affiché les 10 victoires. Enfin voilà, Chip Lindsey, il est quand même arrivé dans du coton. Tout à fait. Et bon, il y a toujours ce truc des anciens assistants où il y a la grosse hype. Ah, j'ai coaché avec Todd Graham. Ah, j'ai coaché avec Gus Malzahn, les head coachs les plus humbles du business. Où tu te dis, bon, je vais arriver, je vais vous montrer que je peux faire encore mieux. Et tu te retrouves avec 2 fiches négatives pour commencer. Et à mon sens, alors je connais pas les émoluments que touche Chip Lindsey. Je suis pas sûr qu'il soit payé en bon bec. Mais je me dis qu'il y a peut-être encore plus d'impatience du côté de Troy qui a joué les premiers rôles dans la Sun Belt ces dernières années que du côté de Texas State. Donc je me dis, même si leur division est moins simple que celle des Bobcats, le contenu sera important, mais au-delà de ça, je pense que même si tu perds beaucoup de matchs, on parlait de Texas State tout à l'heure, je pense que si tu perds les matchs avec un bon contenu mais que tu finis avec une fiche de 3-9 à la fin de la saison, ça peut pas passer. Donc moi, à mon avis, typiquement, je vois pas Troy avec le groupe qui est celui-là, et visiblement la progression qu'on soupçonne, ce que tu disais tout à l'heure, la fin de saison dernière était pas dingue non plus. Au moins 6-7 victoires, très franchement, en dessous, pour moi, ça commencera son avenir commencerait à s'obscurcir un petit peu du côté de l'Alabama. Et on est dans l'Alabama, comme tu viens de dire, et la pression est forte, hein. Dans le sud des États-Unis, notamment dans l'Alabama. On ne sait pas le programme de Tuscaloosa, mais il y a de la pression à Troy quand même aussi. Donc je suis d'accord avec toi, Chip Lindsey. Hot seat cette année. Ton pronostic pour cette finale de conférence Sunbelt. On va commencer, si tu veux bien, par la division Ouest. Ça a l'air d'être la plus... Louisiana largement favori. Il faudrait une catastrophe pour qu'il remporte pas une quatrième ou cinquième un quatrième ou cinquième titre de division. Louisiana. Et alors du coup, Coastal Carolina, Appalachian State, Georgia State. Eh bien, il y a ce match, tout va se jouer dans ce match entre Appalachian State et Coastal Carolina. L'an dernier, Coastal Carolina avait gagné à domicile. Je crois que cette année, Appalachian State va prendre sa revanche et je vois Appalachian State remporter la division Est de la Sun Belt. Alors, j'y vais avec Louisiana à l'Ouest. Je t'avoue que je suis assez perturbé par Appalachian State parce que c'est un programme où tout ne m'a pas rassuré l'an dernier et j'ai un peu peur que Sean Clark ce soit le head coach où ça coince un peu plus. Et je te rejoins, ils ont l'avantage d'avoir cette confrontation à Boone qui peut leur être favorable. Je vais quand même y aller avec Appalachian State, mais franchement, je suis pas rassuré du tout. Et même Coastal Carolina, je pense que, à mon avis, entre les trois, ça va se tirer la bourre jusqu'au bout. Je te rejoins sur le fait que Georgia State, pour moi, au moins jusqu'en avant-dernière semaine, ils peuvent être candidats. Ouais, je suis d'accord. Ils peuvent être dans le coup au mois de novembre, Georgia State. Ouais. Je pense. Ce qui pour moi
les condamne entre guillemets, c'est ce fameux ce fameux enchaînement de 3 matchs, dont les déplacements à Louisiana et Coastal Carolina, qui peuvent sonner le glas éventuellement de leurs espoirs de finale de conf. Mais franchement, s'ils vont gagner à Coastal Carolina, bon. Mais ouais, je crois un peu plus malgré tout. Je dirais les Montagnards parce que je les vois gagner la confrontation directe en effet avec Coastal Carolina. Et du coup, je vois comme toi une confrontation entre Raging Cajuns et Montagnards. Qui gagne? Raging Cajuns. Eh oui, les Cajuns rageux, champions de la Sun Belt. Je peux difficilement te dire l'inverse. J'étais plus rassuré par Louisiana pour gagner sa division que pour Appalachian State pour gagner la sienne. Alors c'est sûr que la division Est, on le répète, est beaucoup plus relevée. Mais je pense que Louisiana a quand même de la ressource. On l'a dit, défensivement, le danger peut venir de partout. Offensivement, il y a un style de jeu qui est assez bien huilé, sans forcément sur de la script option, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'incite à aller plutôt du côté de Louisiana en l'occurrence. D'ailleurs, l'an dernier, c'est vrai que cette saison, on l'avait dit en intro tout à l'heure, mais cette conférence Sun Belt s'était un peu terminée en queue de poisson parce qu'on avait été privé de ce match entre Louisiana et Coastal Carolina. Je suis pas certain que Coastal Carolina serait sorti vainqueur de ce match. Donc, Louisiana, champion de la Sun Belt. On est d'accord. Bah, écoute, en tout cas, on a fait le tour. On se retrouve très prochainement donc pour aborder et définitivement conclure ces previews de la saison 2021 de College Football qui approche à très très grands pas désormais. On s'intéressera notamment au programme indépendant et on vous livrera nos pronostics sur le carré des playoffs, les bowls majeurs ainsi que le Heisman Trophy. Donc restez bien à l'écoute du Podcast Bowl. Merci encore Morgan d'avoir été avec moi. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCAA au programme. Salut à tous. Salut à tous.